December heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright, Chris, t'as pas tête. Bonjour, bienvenue au podcast du crime, mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie du fucking ancien stagiaire qui réapparaît. Comme ça. Non, parce que j'ai décidé. J'ai le pouvoir. Il m'a Bon. invité genre 6 fois, là. Je savais plus quoi dire. J'ai harcelé, j'ai envoyé des dick pics, puis j'ai dit ramène ton cul. Ok, Papy Joe. C'est une autre affaire, j'ai pas vécu pareil comme toi, ça. Non, ok, c'est correct. Alright, et il y a, vous l'avez pu l'entendre, Papy Joe qui rigole, fait que ça doit bien aller. Ben, j'ai chaud, là. T'as chaud, Ouais. encore. Je pense que mes cuisses, ils ont trop frotté ensemble, fait que je commence à faire de l'irritation. Ah, bon, c'est J'ai des cool, grosses ça. cuisses. C'est cool, ça. J'ai des gros jambons juteux. Bon. Fait que, Papy Joe, Oui. quoi tu nous parles aujourd'hui? C'est un petit groupe, hein? C'est un petit groupe, on peut le nommer, je crois. Guns N' Roses. Est-ce que ça dit de quoi? Est-ce que ça vous dit de quoi? Un petit band. Un petit Underground. Band. Ouais, un petit band underground, toi, ça dit de quoi, stagiaire? Comme ça. T'as-tu déjà écouté ça? Un petit peu. Un petit peu? Ok. Genre, bienvenue dans la jungle. Genre, entre autres. Ouais. Bienvenue dans la cité du paradis. Ouais. Enfant sucré de moi. Ah, Celle-là, il est pas sûr. Ça ne pas ça. attends, je vais le traduire. Sweet child of mine. Ben, fait qu'on va commencer ça léger. Hein. Ça va être plus léger que toi tantôt, c'est sûr. Là, mais ça va être... c'est ça, il n'y a pas vraiment de gros crimes que je pourrais dire. T'sais, ils ont pas vraiment fait... Ils ont fait de la merde. Ouais, c'est ça. On pourrait dire beaucoup de scandales, beaucoup de... Ça, on va être peut-être... pas d'impotent parce que c'est tout corroboré, là. Mais, puis ça, c'est... On va y aller comme... J'ai comme une présentation, si tu veux, du groupe. La présentation de leurs 5 albums. Et après ça, on va aller dans la genèse du groupe. Jusqu'à leur signature. Parce que j'ai lu comme juste 50 pages sur 400 pages d'un livre. Puis, juste ces 50 pages-là, j'ai arrêté, ils ont même pas signé encore, puis il y a beaucoup de choses à dire. Fait que, on va y aller de ce pas. Beaucoup de croustillants déjà. T'es tabarnak. c'est ça. Fait qu'on on va commencer. Guns N' Roses est un groupe américain de hard rock originaire de Los Angeles, en Californie. Formé 84-85, parce que les gens, ils s'ostinent un peu là-dessus. Il se compose du chanteur Axl Rose, des guitaristes Slash et Izzy Stradlin, du bassiste Duff McKagan et du batteur Steven Adler. Aujourd'hui, le line-up a changé. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer à l'ancien temps du groupe. Le groupe est devenu d'année... Hop, Chris, celle-là, je l'ai mal écrit. Bon, Mais c'est quand- encore pas relu. Merde. Fait que, Un jour, tu vas apprendre. il est devenu un des groupes... C'est le meilleur raconteur de la gang, mais Chris qui se relit pas. J'ai une erreur sur 8 pages. Donc... T'as On une le sait- erreur on le à sait- date sur On le une sait page. pas. Ouais, On est c'est dans le ça, premier c'est paragraphe. le premier paragraphe. T'es tôt pour dire une erreur sur 8 pages. Fait que le groupe est devenu en peu d'années l'un des groupes de hard rock le plus populaire avec plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde, dont 45 millions juste aux États-Unis. Fort de ses 5 albums studio, Appetite for Destruction en 87, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, et demeure l'un des albums les plus vendus de l'histoire. La pochette originale d'Appetite for Destruction est une œuvre de Robert Williams, peinte en 1977, représentant un monstre de métal en train de s'abattre sur un robot ayant violé une jeune femme allongée sur le trottoir. En fin de compte, c'est
pour décrire l'artiste qui a fait ça, tous ses dessins sont malades. Ils sont vraiment très beaux. Puis je vous conseille d'aller voir les œuvres de Robert Williams. Axl Rose était allé voir en personne Robert Williams pour lui demander la permission d'utiliser la toile. Ce dernier acceptant, mais les avertit qu'il aurait des ennuis en faisant ce choix. Un an après la sortie de l'album, les ventes n'avançaient pas. C'était dû entre autres à un manque de publicité de la part de MTV qui refusait de diffuser le vidéoclip notamment en raison de la pochette jugée de mauvais goût. Le groupe fit le compromis de changer la couverture, mais il laissa l'image controversée à l'intérieur de l'album. La pochette actuelle est en... Ça rappelle Slayer. Non, Slayer, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait juste mis de quoi par-dessus. Mais c'est un peu... Mais tandis que là, ils l'ont mis à l'intérieur. Ouais, c'est un peu le même principe. Là. Ouais. Ils l'ont gardé, mais caché. Là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. La pochette actuelle est en fait une reproduction du tatouage d'Axl Rose sur son bras droit. Giffen avait bien aimé ce tatouage et décida donc de l'utiliser pour la pochette de l'album. Comme j'ai décrit un peu, moi quand j'étais jeune, puis j'achète l'album, moi j'ai vu le cover avec la croix, les 5 têtes en tête de mort du groupe. J'étais comme, oh, c'est bien hot comme idée. Et en fin de compte, là, j'ouvre la pochette pour les paroles en écoutant la musique. Puis là, je vois ce dessin-là, puis je suis comme, wow, c'est vraiment hot. Mais moi, dans ma tête, c'était genre juste comme un monstre qui attaquait un robot qui venait juste de crisser une volée à une madame qui vendait des petits robots. C'est par après, j'ai compris le principe. Il y avait de quoi de cartoonesse dans ta tête. C'est ça, exactement. C'est par après que j'ai compris que quand tu dessines une madame avec les bobettes en bas des genoux, ça implique un viol. Mais ça, j'ai appris ça plus tard. C'était comment ton écoute de ça? À ce moment-là, t'as-tu aimé ça? J'y reviens. OK. Tu sautes des étapes. Alright, mais là, je saute des étapes. T'étais pas mal dans... Je suis en train de l'écouter en lisant les paroles. Exactement, mais tu sautes des étapes. En 88, Guns N' Roses Lies. 12 millions d'exemplaires vendus. 12 millions? Ouais, 12 millions. OK. Pourquoi? 12 millions. C'est mon partiel qui bouge. Ouais. 12 millions d'exemplaires vendus. La chanson One in a Million est une chanson très controversée du fait de ses paroles. Axl Rose y parle entre autres d'homosexualité en termes d'homophobie, de racisme. Cela a déclenché une grande polémique autour du groupe. Il fut alors décidé unanimement dans le groupe de ne plus jouer cette chanson en concert. Cela n'empêcha pas les ventes de l'album de décoller. Fait qu'au moins, ça s'est quand même bien passé. C'est ça, je veux dire. On va enlever cette tonne du setlist, là. Puis on va être correct, ça va bien passer. En 91, Use Your Illusion, c'est 2 albums. T'as le 1 et le 2. Le jaune et le bleu. Le premier s'est vendu à 5 500 000 albums à date de 2010. J'ai pas trouvé les chiffres plus récents. Le deuxième s'est vendu à 5 587 000 aussi à date de 2010. Dès la première journée de la sortie de l'album, les ventes ont dépassé les 500 000 exemplaires. En effet, le disque est sorti dans les bacs à minuit du fuseau horaire de la Californie. Et seulement 2 heures après, le disque atteignait déjà un demi-million d'exemplaires vendus. Le mérite ne lui revient pas en totalité. Les ventes étaient calculées pour les 2 Use Your Illusion qui sont sortis en même temps. Fait que, ils ont fait « Oh, ça s'est vendu bien gros », mais en fin de compte, c'est 2 albums qui ont vendu. OK, 2 albums différents. C'est ça, exactement. Ils ont totalisé le tout. Le tout, exactement. En 93, The Spaghetti Incident. Ça a l'air le fun, hein? Un accident de spaghetti. C'est quoi, là, Axl Rose? Il a fait « Fuck you, je joue pas devant un souper spaghetti! » Ouais, sûrement au cash qu'il devait avoir en ce temps-là, il faisait plus de souper de spaghetti. Un album de reprise. L'album débuta à la 4e position dans le Billboard 200 américain, se vendant à peu près à 190 000 exemplaires durant la semaine de sa sortie. Significativement moins que les prédécesseurs du groupe. Vente de 1 million en date de 2018, l'album comprend une piste cachée, une reprise de Look at Your Game Girl, écrit par
un petit ami qu'on a parlé il y a pas longtemps. Charles Manson. Oh! La piste a été gardée secrète et a été laissée sur les promos envoyés à l'avance aux critiques. L'inclusion de la chanson a suscité la controverse, les forces de l'ordre et les groupes de défense des droits des victimes exprimant leurs indignations. Rose a déclaré « Nous voulions minimiser l'importance. Nous ne donnons aucun crédit à Charles Manson sur l'album. » Le président du label, David Giffen, a commenté « Si Rose avait réalisé à quel point les gens trouveraient cela offensant, il n'aurait jamais enregistré cette chanson. » Moi, je le crois pas, là. Slash a mentionné... Non, c'est clair. Pourquoi? D'après toi. C'est... Allez, pourquoi? Vas-y. Pourquoi? Dis. Attends une minute. Qu'est-ce qui vend le plus la controverse? Slash a mentionné que la chanson était faite avec un humour noir, naïf et innocent de notre part. Rose a déclaré qu'il ferait don de toutes les redevances de performance de la chanson à une organisation environnementale à but non lucratif. Le groupe allait retirer la chanson avant d'apprendre que les redevances seraient reversées au fils de l'une des victimes de Manson. Geffen Records a déclaré que sa part des redevances serait reversée au Durham State Crime Victim Bureau. Fait que quand même, je trouve que ça a bien fini. C'est tout le monde, la redevance va aux bonnes personnes selon moi. Après ça, on a un petit gap. On pense quand même de... Je me souviens plus de la date. On passe de 93 à 2008. Un petit gap, là. Quinzaine d'années. Là. Chinese Democracy. Il aura nécessité près de 15 ans de préparation et un budget d'environ 13 millions de dollars. Il est devenu l'album le plus cher à produire. Il est vendu à ce jour près de 5 millions d'albums dans le monde. C'est juste Chinese Democracy. 15 ans à produire, là. Pas beaucoup de déception. Il y a Silvio qui dit qu'il est crampé de rire. Ça me fait plaisir. Chez eux. Tu m'as demandé mon avis. Ouais. Honnêtement, quand j'ai réécouté ça, parce que j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai commencé à lire mon livre, je me suis reclaqué toute la discographie au complet, un après l'autre. Et Appetite for Destruction, c'est le seul album que je trouve qui a bien vieilli. Il sonne encore... Son son est comme intemporel, tandis que Lies, Guns N' Roses Lies, c'était moyen. Je me souviens, je l'ai même pas chez moi parce que je le trouvais moyen quand je l'avais écouté. Use Your Illusion 1 et 2, il reste des bonnes chansons dessus. Le bleu est vraiment meilleur que le jaune, mais tu sens que dans le son, ça sonne l'époque. Tu sens qu'il n'est pas récent comme album. Tu sens qu'il est comme peut-être démodé. Comme dans production, tu veux Ouais, dire? c'est exactement. Okay. Spaghetti Incident, c'est... Tabarnak! Je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. C'est juste mauvais. La pochette, c'est genre juste du spaghetti, là. Je veux dire, là, tu passes à Appetite for Destruction avec comme vraiment un beau cover, avec un art style à l'intérieur, tout ça. Lies, c'était moyen. Use Your Religion, super beau. Une pochette correcte, mais je veux dire, c'était quand même réfléchi avec les paroles puis certains dessins à l'intérieur. Certains dessins qui reflétaient les chansons, parce que tu avais une chanson dans le bleu qui s'appelle... comment elle s'appelle? Tied Up. Puis c'est une madame attachée dans les airs avec des gros totons. Fait que c'était parfait, là. Puis là, tu Appetite for Destruction. C'était parfait. C'était parfait. C'était ça que Papy Joe il voulait. Là. Des gros totons attachés. Puis là, t'as Spaghetti Incident qui est comme vraiment mauvais. C'est pour ça qu'il m'invite 6 fois avant que je vienne. Je suis jamais sûr qu'il partira pas avec la honte. Et en 2008, Chinese Democracy, je me souviens, je l'avais écouté dans le temps et j'avais été déçu. Puis aujourd'hui, avec une nouvelle écoute, c'est qu'il est bon, l'album. Ouais, recule un peu. Ouais, je suis dans ton champ de caméra. Ta barbe me cache. Je voulais prendre ton spotlight. Ouais, mon spotlight. Je suis en train de me faire bronzer. Mais ça, Chinese Democracy, c'est que c'est pas vraiment un album de hard rock comme les autres précédents qui ont fait.
J'ai plus l'impression qu'il feel genre industriel. Il y a plus un son industriel, puis en le réécoutant, je l'aime plus là que quand je l'écoutais plus jeune. Mais pour moi, c'est pas un album de Guns N' Roses. Là. Mais je le conseille aux gens de l'écouter, Chinese Democracy. Alright, ben allez écouter ça. Allez encourager un band, je pense qu'ils ont de la misère à se nourrir. Mais moi, je vais écouter ça, le spaghetti. Ah, c'est que j'ai envie de te lancer Ouais. ma chaussure dans tous les choix que tu pouvais faire. T'as Fait comme que- piqué ma curiosité. Je suis Ouais, désolé. c'est pas bon, faut que j'aille. C'est ça, regarde à terre, regarde à terre. Fait que on va commencer avec la genèse du groupe. Ben, la genèse chaotique du groupe. Fait qu'on va y aller, on va passer les membres. William Bruce Roses Jr. De son petit nom, Axl Rose, que je vais utiliser juste ce nom à partir de maintenant. Parce que des fois, tu sais, c'est dur à suivre, à toujours se promener du pseudo à la personne. Fait que, né à Lafayette, Indiana, d'une jeune mère de 17 ans, Sharon, et d'un père dont il a des souvenirs flous. Axl a déclaré après avoir fait une thérapie de régression. Je sais pas si vous savez c'est quoi une thérapie de régression. Vas-y, explique-le pour ceux qui ne le savent pas. C'est en fin de compte, tu Comme- t'allonges sur Comme nous deux. une thérapie de régression. Les yeux de chevreuil. Une thérapie de régression, c'est en fin de compte, tu t'allonges, puis là, tu revis tes vies antérieures. C'est très New Age. Ah, ok, moi je pensais plus sur retourner à ton enfant intérieur, genre, Tu- puis tu tu joues touches avec à- des jouets pis tout, mais là tu c'est joues. vraiment plus un truc de vie antérieure. Ben, tu peux là. aller chercher ça aussi, mais Ok, tu tu sais, recules autant que tu veux. tu sais, exactement. Si tu as eu 18 000 vies avant, mais tu peux toutes les faire. Ah, cool. Avec des petits encens puis des petites huiles essentielles. Ça te parle-tu, toi qui es ancien, témoin Jéhovah? Ben pas tant, là. Ça a pas tellement rapport, mais. Mais c'est spirituel. Non, Ouais, j'ai le goût d'essayer. ben, ouais, rendu là, tu pourrais l'essayer, mais... Je sais pas, j'étais quoi avant? Ouais, c'est vrai. On veut-tu vraiment le savoir? T'étais sûrement un prince. C'est toujours des affaires de mince. Alors, il a fait une thérapie de régression que son premier père aurait été violent avec lui et sa mère, jusqu'à dire qu'il aurait été abusé sexuellement par l'homme. L'homme qui fut le visage paternel qu'il a connu dans sa vie était plutôt Stephen Bailey. Plus précisément, révérend L. Stephen Bailey. Oh! Un autre père religieux. La boucle! Un homme... Les références épisode 23, juste avant. Ouais, non, la semaine d'avant. Ben, Ça, c'est juste pas 23. référence 80% des épisodes, là? Ouais, je te dirais, ça, Ouais. ça revient souvent, les Ouais. parents religieux. Un homme d'église d'une droiture tangible. Paradis et enfer faisaient partie de sa réalité. Sa mère et Steven ont eu ensemble 2 autres enfants, Stuart et Amy. À 10 ans, Axl connaissait assez bien la Bible pour gagner des concours à l'église et participer à des sermons. Et sermon, c'est pas genre comme chialer sur quelqu'un, là, c'est juste comme le gros speech, puis là tout le monde danse, tout le monde a du fun. Il a développé... Il était déjà showman. Là. Ouais, j'arrive. Il a développé son sens du spectacle. Il a développé de cette façon Sa un façon temps- d'envoyer chier tout le monde et sortir du stage. Arrête de sauter des étapes. Arrête de sauter des étapes. Il a développé de cette façon un talent pour parler devant une foule. Avec le temps, il a appris le piano et le chant. Petit moment désagréable de sa vie. En auto, la chanson Mandy de Barry Manilow a joué. Je suis allé écouter, c'était qui? Très belle voix, Mandy. Je vous conseille. Pas Mandy, mais Barry Manilow, très belle voix. Mais la chanson, c'est Mandy. A joué et Axl a participé à la musique en chantant. Ce moment de joie lui a valu une lèvre fendue de Steven, car la chanson était le mal. C'est ça un papa catholique. Parce que Ça, c'est non. c'est non. Il était moins tolérant que les parents d'Emma. Exactement. Après cet événement, sa mère lui donna un petit radio portable. T'es triste, t'aimes ça la musique, là, un petit radio portable. Il l'écoutait en cachette et il comprit le pouvoir de la musique autant à l'église que dans la vie des gens en général. Son côté rebelle commença à apparaître
apparaître changement de look, une certaine confiance en soi qui se développe et les hormones qui se réveillent en voyant les jolies madames. C'est vraiment l'adolescence. C'est à cette époque qu'il rencontra Jeffrey Isbell. Mais qui est Jeffrey Isbell? Qui est Jeffrey Isbell? Jeffrey Isbell dit Easy Stradling. Et c'est comme ça que je vais le nommer. C'est drôle. C'est drôle, tantôt, Frosted Skate t'a repris dans le chat pour être sûr que le monde ait bien compris. De quoi ça? Quel nom? Quand tu l'as nommé, lui. Ah, ça se peut. Né le 8 avril 1962 à Lafayette. Il l'a encore fait. Merci. T'es comme mon souffleur. Est-ce qu'on comprend la référence? C'est quoi un souffleur? Ben, ouais. Ouais, vas-y donc, c'est quoi? Ben, comme. Puis là, il y a des feuilles, puis là, ça souffle, puis tout, là. Au théâtre, un souffleur. T'avais une scène de théâtre, puis juste devant, t'avais des fois du spectateur, tu voyais juste comme un auvent qui faisait ça de même, sa scène. Il y avait quelqu'un en dessous de la scène qui avait le texte devant lui. Puis là, en fin de compte, les gens qui faisaient la pièce de théâtre, des fois, tu pouvais oublier, puis t'avais le souffleur qui faisait comme... Il parlait pas fort, les gens dans la salle l'attendaient pas, mais il disait à l'acteur qu'est-ce qu'il fallait qu'il dise. Fait que Frosted Skate. Frosted Skate, c'est mon souffleur. Silvio le remercie. Là, j'étais rendu où? Né le 8 avril 1962 à Lafayette pour certains, mais d'autres disent qu'il est né en Floride et a déménagé après à Lafayette. Fait que certaines personnes s'ostinent, mais rendu là, on s'en calisse. Pendant que Axel se cherchait encore, lui, il était né cool. Jeune, il vivait dans un fond de rang, mais à la séparation de ses parents, sa mère déménagea dans la ville. C'est quand même une petite ville. Là. C'est comme genre Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce qui lui permit d'avoir une vie sociale. Il se joignit vite au bum du coin qui l'invitait à jammer avec eux. Grâce à l'apprentissage du drum, il combattait l'ennui qu'il ressentit. Les deux se sont rencontrés pendant un cours de conduite. Après discussion et plusieurs rencontres, Easy invita Axel à venir chanter dans son band de l'époque qui n'avait pas de nom. Je cite Easy. Au début, ça n'allait super bien. Fallait un peu le forcer à venir. Parfois, il restait là, debout, genre tout gêné, où il chantait un peu et partait sans rien dire. Je le revoyais 2-3 jours plus tard. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Vers 15 ans, Axel commençait à avoir une certaine popularité aux yeux de la police. Arrêté 4 fois avant ses 18 ans, il a commencé à boire et à se popper des pilules à l'âge de 16 ans. C'est aussi à cette époque qu'il découvrit que Stephen n'était pas son père. Ce fut un choc pour lui. Sa vie dégringola à un point que Stephen le jeta en dehors de la maison en disant qu'il avait les cheveux trop longs. Il alla habiter chez sa grand-mère. Ça, c'est un esti de problème, ça. Les cheveux trop longs, oui, c'est sûr. Là. Hein? Les estis pouilleux, là, tu rases ça, là, tu t'envoies ça dans l'armée. T'avais-tu vu les reportages, là, tu sais, un moment donné sur Facebook, là, il y avait bien des vieux reportages, là, puis ça parlait de ça. Les poêles contre les yo. Les poêles contre les yo, mais c'était genre dans les années, mettons, 50, là, ou quoi de même. Puis là, ça parle des cheveux longs. C'est comme, ouais, là, ils sont bizarres avec leurs cheveux longs, les messieurs. Il allait habiter chez sa grand-mère après être chassé de chez ses parents. En 9181, je pense, celle-là, elle est mal écrite. Hey, pas une deuxième erreur. Non, techniquement, c'est en 1981. Easy fut avec beaucoup Easy déménagea à L.A., où il trouva son nom d'artiste Easy. Environ 1 an plus tard, Axel le suivit. Ce fut avec beaucoup d'essais et le fait qu'il puisse faire du temps en donnant qui le motiva à affronter la grande ville. Entre Lafayette et Los Angeles, c'est quand même 32 heures de route, selon Google Maps. Fait que tu as le choix. Soit aller en prison, soit faire 32 heures de route. Qu'est-ce que tu prends? Combien de temps de prison? Ah, ça, je sais pas combien de temps de prison. Ouais, C'est des petits méfaits, là, mais quand même. Tu prends le 32 heures de route, d'après moi. Alors, on va aller voir un autre personnage, parce que c'est pas tout de suite là, qui se rencontre.
Saul Hudson dit Slash. Excusez. Quand même. Wow! Sorti de nulle part. Slash, c'est quand même pour moi, c'est comme un des personnages les plus iconiques. Tu sais, son chapeau, les cheveux frisés, qui joue de la guitare super bien. Il est né le 23 juillet 1965 à Hampstead, un quartier de Londres au Royaume-Uni, d'un père anglais et d'une mère afro-américaine, tous deux impliqués dans le monde du spectacle. La mère de Slash, Ola Hudson, avait créé des costumes de scène pour John Lennon, David Bowie et Diana Ross. Des petites pointures. Ouais, c'est ça, tu sais, des petits newbies, des nobody, là. Personne connaît. Non, personne. D'après moi, même le stagiaire connaît pas ça. Là. Aucune idée. Oui, c'est ça. Oh, c'est pas une référence. Moi, je l'aime. Son père, Anthony Hudson, est artiste peintre. En 1970, papa et fiston rejoignent leur mère qui vit à Laurel Canyon, Los Angeles. C'est une drôle de place. Tu sais, Los Angeles, tu penses que c'est une grosse ville avec plein de crimes où est-ce qu'il fait chaud, comme ici. Là. Ouais, c'est vrai qu'il fait chaud. Mais Laurel Canyon, c'est comme à flanc de montagne. Puis c'est toutes des maisons à flanc de montagne avec plein de boisés, tout ça. Mais pour moi, c'est pas ça, Los Angeles. Mais ça a l'air que ça en fait partie. C'est peut-être avec des fusions. Là. Une vie de rêve de bobo. Pour nos auditeurs, c'est les bobos, on appelle ça des bohèmes bourgeois. En fin de compte, du monde plein de cash qui vivent comme des hippies crottés. C'est ça? Ben ouais, c'est ça, un bobo. Ouais. OK. Ouais. Ouais. Un des souvenirs forts de sa jeunesse de Slash, je le cite, quand je revenais de l'école et la musique des Doors résonnait partout dans la maison. Très jeune, il se fait surnommer Slash car il courait partout comme un fou. C'est Seymour Cassel qui aurait offert ce sobriquet à Slash. Seymour Cassel aussi, c'est pas une petite pointure. T'as-tu chaud, mon grand? Ouais, un peu. Un peu, hein? Ça coule. Ça coule, si je t'excite. Ses parents se sont séparés quand il était pré-ado. Ce fut une douleur pour lui. Il trouva de la stabilité seulement en allant vivre chez sa grand-mère. Même là, ça ne l'aidait pas. Déjà à 12 ans, il buvait, fumait et n'était plus puceau. Il cherchait une suppo-famille dans un gang de BMX avec des plus vieux que lui. Il les voyait comme des grands frères. Un an à côtoyer cette nouvelle famille, de restantes familles dysfonctionnelles lui donna un autre faux pli, la kleptomanie. À travers tout ce négatif, il développa une forte amitié avec Steven Adler. Mais qui est Steven Adler? Je sais pas, mais on le savoir plus s'il parle dans son micro. Ouais, c'est ça, au-dessus. Comme ça. Steven Adler, né Michael Colenti, le 22 janvier 1965 à Cleveland, dans l'Ohio. Il fut le batteur de Guns N' Roses entre 85 et 90. Il est Un gros 5 ans. Un gros 5 ans. 5 ans assez intense. Il est le fils d'un père italo-américain, Michael Coletti, alors que sa mère est une Américaine de confession juive, Diana Coletti. Après le divorce de ses parents, il part avec sa mère vivre à Los Angeles. Afin de respecter la tradition juive qui interdit de nommer des enfants comme leur père, il est renommé Steven. Puis il prend le nom de famille du nouveau mari de sa mère, Melvin Adler. Tous ces changements laissant une blessure profonde pour ce jeune homme, quand il avait 7 ans, profonde à 7 ans. À l'âge de 12 ans, il vit un show de Kiss à... Un autre molécule. Il vit un show de Kiss à Disney World. Bon, moi, en tout cas, ça m'étonne que Disney World ait laissé Kiss aller là, mais... Ouais, hein? Drôle de match. C'était pas les démons, là. C'est Disney. Il voulait devenir un rockstar. Parce que, tu sais, je veux dire, tu vois Kiss, tu veux devenir une rockstar, c'est ça. Ça donne le goût. Ça donne le goût. Ça donne le goût, là. C'est un esti de show. T'essayes de mettre ta face sur des condoms. Il comprit vite que ce ne sont pas les bons garçons qui deviennent des rockstars. Avec Slash, il manquait souvent l'école, il flânait en s'imaginant leur vie de grosses vedettes. Il y a
question, y a-tu vu Kiss avec Slash? Non, il était tout seul, Ok. avec sa famille. C'était vraiment une sortie de famille. On s'en va à Disney World, puis il y a un show de Kiss. Ok. Moi, ça me paraît un peu étrange, mais regarde. Et il se rappelle certains moments décadents de cette époque. Je cite, nous sortions rencontrer des demoiselles souvent plus vieilles. Elles nous ramenaient dans leurs beaux appartements de Beverly Hills. Beverly Hills, c'est quand même un quartier chic. Et il y avait de l'argent. Elles nous offraient de l'alcool et de la poudre. Nous nourrissaient. Nous avions qu'à les fourrer en retour. Je me souviens d'un gars qui venait me chercher. Pour une pipe, il me donnait un peu de dope et 30 à 40 piastres en retour. Tu sais, des choses légères que tu vis à l'adolescence. Un monsieur, 30-40 piastres, suce-moi. C'est bizarre. Je vois pas de quoi tu Ah parles. non, hein? Adler, dans le passé, a goûté aussi aux prédateurs pédophiles d'Hollywood. Dans sa biographie, il admet avoir été kidnappé et violé par 2 étrangers qui lui ont fait vivre un enfer pour une nuit. Pour lui et Slash, la musique fut la porte de sortie, le défouloir de toute cette colère. Tout était trop compliqué pour ces 2 bougres. La situation ne s'est pas améliorée avec la rencontre des 2 autres étranges avec des suppôts aussi étranges, Axel et Easy, entre 84 et 85. Les 4 personnages se sont croisés dans différents bands. C'était un temps où les gens changeaient de groupe comme ils changeaient de bobette. Non, je m'excuse. Ils devaient sûrement changer de band plus souvent qu'ils changeaient de bobette. J'étais fier de ce gag-là. Ça paraît presque pas. Non, hein? Ouais. Enter Michael Andrew McKagan, dit Duff McKagan, né le 5 février 1964 à Seattle. Il est le plus jeune d'une famille de 8 enfants dont les parents sont Elmer et Alice Marie McKagan. Il vient d'une famille de classe moyenne. Ses parents se sont séparés quand il était quand même jeune. Maman trouva papa avec la voisine dans le lit familial. Oh. Je trouve que c'est une bonne raison de se séparer. Oh, Là. play. Parce que s'il l'avait trompé sur le divan, je comprends pas pourquoi. Mais dans le lit familial, c'est non. D'accord, je continue. Ce fut un traumatisme pour le jeune Duff. Il commença à faire des crises de panique qu'il contrôla avec de l'alcool au début et avec le temps, de la drogue. Il trouva un refuge parmi la scène punk de Seattle. À 15 ans, il forma son premier band, The Vein. En 84, il quitte Seattle pour aller à LA. Il avait 20 ans. Selon ses dires à cette date, il avait déjà été dans environ une trentaine de bands punk de Seattle. 30, je sais pas, c'est un peu exagéré selon moi. Là. 30 bands punk en à peu près 4-5 ans, là, c'est beaucoup. Encore selon ses dires, s'il avait su l'émergence du grunge à Seattle, il serait resté dans sa ville natale. Mais plusieurs croient que non. Il était trop princesse pour fitter avec la scène grunge. Il aimait ça, les cheveux crêpés. Peux-tu nous parler du fight avec Nirvana? Ben, du beef avec Nirvana? Peut-être, mais pas cela. Peut-être un peu plus tard. Parce que je sais qu'ils s'aimaient pas beaucoup. Là. Ah, ben, il est arrivé de quoi, mais c'était pas avec eux autres. C'est Duff qui fut le ciment du groupe. Il cherchait à entrer dans une formation. On lui suggéra de contacter Slash. Dans sa tête, Slash, ça sonnait punk. Il rencontra Slash et Steven, jase, bon feel, mais il manquait un petit quelque chose. Il garda le numéro de téléphone précieusement en cas. Peu de temps après, il rencontra Axel et Easy dans un bar. Les deux jouaient avec leur groupe de l'époque. En jasant avec eux, il sentit un déclic. Il invita le Ben à faire une petite tournée genre road trip à l'extérieur de Los Angeles. Les deux autres membres du groupe avec Axel et Easy, ça leur tentait pas à faire une petite tournée. Solution de secours, Slash et Steven, que Axel et Easy connaissaient déjà un peu pour les avoir croisés. Fait que, sorti le numéro de téléphone. Shows, des affaires de même. Exactement. Fait que sorti le numéro de téléphone, hey, ça vous tente dessus. Finalement, j'ai de quoi? Hey, de quoi? On fout le matériel dans une minivan qui tient par paire sur les 4 roues. Destination Seattle.
et c'est parti pour la première tournée de Guns N' Roses. 160 km sortis de LA, la minivan mourut. Ah, ils ont été loin. Ils ont été loin, hein? Ils ne purent respecter les 3 shows prévus, mais se rendirent quand même à Seattle pour leur premier show à l'extérieur de Los Angeles. Devant une dizaine de personnes, ils ont donné le show. Le propriétaire de la place ne voulut pas les payer car il n'avait pas assez attiré de gens. Une affaire d'à peu près 200$. Axel essaya de mettre le feu dans la place par pure colère. Ils furent chassés du bar sous influence de l'adrénaline et sûrement d'autres substances. Ils rentrèrent dans un autre club où ils essayèrent d'emprunter le matériel d'un groupe présent, un petit groupe du coin, Soundgarden. Oh, Petit groupe du coin. Semaine. Le groupe en sortit plus soudé que jamais. Parce qu'ils n'ont pas réussi, mais tous ces événements-là, ça a quand même soudé le groupe. À cette époque-là, ça a soudé le groupe. Ça n'a pas été soudé tout le temps. Ça. Non, ça n'a pas toujours été soudé, cette affaire-là. L'origine du nom, cela peut sembler être le nom parfait pour un groupe de rock de Los Angeles, mais en fait, il est né par pur hasard. C'est en fait la fusion de 2 groupes précédents. Hollywood Rose, qui est Axel et Izzy, et LA Gun / et Steven. Fait que, ils ont fait comme Fusion Dance! Et Guns N' Roses apparu. Ah, c'était parfait, ça. C'est ça. Allez voir Dragon Ball. Après cette tournée d'enfer, on s'entend pour la tournée d'enfer, là, vient la maison de l'enfer. Ils habitaient un petit entrepôt de 12 pieds par 12 pieds, dont ils avaient rajouté une pièce, une chambre à coucher bricolée avec des bouts de bois qu'ils trouvaient un peu partout. C'est genre bidonville. Ils vivaient de petits boulots, juste assez pour manger chaque jour et payer le loyer de l'entrepôt. Quand les bars fermaient, c'était l'endroit pour continuer le party. 5 dudes qui commencent à percer dans la scène musicale attirent son lot de madames qui veulent triper. Certaines femmes qui se ramassaient à l'entrepôt étaient librement exploitées. Pendant qu'un se vidait la bourse, un autre vidait la bourse de la madame. Je cite Axel. Il y avait beaucoup de sexe, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous incitions les filles à rentrer dans notre loft. Après, quelqu'un fermait la lumière et je criais « Mettez-vous à poil ou sortez ». Slash a rajouté « Je couchais avec des femmes juste pour pouvoir aller dormir chez elles. » C'était la vie de pauvre, là, tu sais. Tous ces pauvres. Ouais, ils vivaient le jour le jour. C'est aussi assez... C'est en gros, on viole tout le monde. Non, il violait pas. Non. Il couchait avec la madame. La madame était consentante. Elle était peut-être pas consentante pendant que quelqu'un y faisait les poches. Elle était consentante pour le rapport sexuel. Soit des violeurs, des voleurs. Et voilà. C'est pas de l'abus de... Non, c'est pas l'abus de pouvoir, nullement. C'est aussi à cette époque que le groupe commençait à fricoter avec l'héroïne. Car l'alcool cheap et les pilules, ce n'était plus assez fort. C'est toujours un bon mix. Ouais, c'est toujours un bon mix. Parce qu'ils l'ont sûrement arrêté, l'alcool cheap. Parce que là, ils pouvaient se payer de l'alcool. Ça, c'est plus tard, c'est pas encore. Là. Ils sont encore dans le cheap. Là. La fin de ce loft eut lieu en décembre 85. Une ado de 15 ans nommée Michel, qui se tenait au loft souvent, péta un plomb. On a différentes versions. La version d'Axel, elle niaisait avec l'équipement et Axel la chassa, ce qui la poussa à courir nue sur le Sunset Boulevard. Pour les gens, vous situez le Sunset Boulevard à LA, c'est genre le boulevard le plus achalandé. C'est là que tu vas courir tout nu. Hey, si tu veux de l'attention, c'est là que tu veux. Et il fut arrêté par la police après plusieurs appels des voisins. Quand les policiers interceptant, elle ne se rappelait plus son nom. Version de Slash maintenant. Axel et Michel eurent du sex time. Vers la fin de la nuit, l'alcool et la drogue fut leur effet. Elle péta un plomb. Axel tenta de la jeter dehors de façon subtile, mais non.
Après que la petite se soit calmée, la police a fait une descente au loft. Tout le monde fut sorti sauf Axel. Il resta caché derrière de l'équipement avec une autre fille. Comme Axel ne fut pas interrogé, la police laissa plusieurs fois des avis à l'entrepôt. Le Ben commença à paranoïer, un peu normal avec tout ce qui se passait là. Ils cancellèrent même des shows de peur qu'Axel soit arrêté. De peur, ils demandèrent à Vicky Hamilton. C'était comme la suppo-gérante bookeuse, promoteuse du groupe. S'il voulait faire un show, il l'appelait elle, puis elle s'arrangeait avec. C'est elle, leur gérant. Ouais, mais Genre. je reviens là-dessus. Fait que ils appelèrent Vicky, puis ils demandèrent de loger Axel. Le temps que ça se calme. Ça ne se calma pas de sitôt. La jeune Michelle porta plainte pour harcèlement sexuel. Vicky fournit un avocat à Axel et il fit du bon travail car la plainte fut abandonnée par les parents de Michelle. Fait que, Vicky fut leur mère Teresa. C'est quoi de le dire, hein? Oui, elle les prit sous son aile sans rien signer avec eux. Ils abandonnèrent leur loft pour vivre dans son 3,5. Ils dormaient tous dans le salon. Ils allaient jusqu'à prendre des vêtements de Vicky pour leur costume de scène. Parce qu'on se rappelle, c'est les années 80, le glam rock. Ouais, glam rock, glam metal. Les pantalons trop serrés. C'est ça. Les leggings. C'était pas des Les leggings. grosses chevelures. C'était pas des leggings. Il y avait des leggings. C'était des pantalons de cuir. C'était Mais il y pire. avait du legging aussi. Ah ouais, ok. Mais oui. Je suis pas très fan du legging. Fait que... Les leggings léopard, les leggings... C'était pas des pantalons de cuir, Léopard? Non, pas Ah, nécessairement. ok. C'est pas ça, moi. Je voyais du cuir partout. Vicky... On le sait. Qu'elle aime ça. Le cuir, Papy Joe. On l'avait compris. Vicky prit part au développement du fame du groupe. C'est même elle qui les emmena à différents bureaux de Major Record. Mais fait cocasse, Axel a même dit qu'il signerait si l'une des directrices courait nue sur Sunset Boulevard. Ils furent chassés de l'entrevue. Tabarnak. C'est parfait, ça. Fait que, ben quand même, ils furent chassés de l'entrevue. Ils Je finirent... comprends pas pourquoi. Non, ils finirent par signer avec Giffen. Le problème, c'est que Giffen ne voyait pas Vicky comme la manager potentielle pour le groupe. Pour pas qu'il ait de chiale, Giffen offrit un poste dans la boîte à Vicky. Vicky s'endetta pour aider le groupe et le groupe lui donna aucune scène pour la dédommager. On dirait que je suis pas étonné. Ouais, hein, c'est ça. Guns N' Roses était tellement wild. Une autre qu'on pouvait voler. Là. Ouais, c'est ça, une autre madame qu'on pouvait exploiter d'une autre façon. Guns N' Roses était tellement wild que Giffen eut de la misère à leur trouver un manager. Ils furent refusés par des grands de l'époque. Je n'aimerais pas tout le monde, mais juste vous donner une idée, ils furent juste refusés par le manager de Motley Crue. On s'entend que lui aussi il avait peut-être l'expérience. Celui d'Iron Maiden aussi. C'est quand même... tu sais, je veux dire, ils ont approché des grands noms. Ils trouvèrent chaussures à leurs pieds en Manny Charlton, guitariste de Nazareth, ancien héros d'enfance d'Axel et Easy. Ce qui aida. Tu pognes leur héros d'enfance, ils se sont calmés, ils ont fait nice. De là, ils purent commencer l'enregistrement de leur premier album, Appetite for Destruction. Partie 1. Parti Terminé. Fait que c'est ça. Puis tu sais, il y a tellement d'autres choses aussi. Il y a tout comme le côté jurisprudence qui ont vécu avec Vicky. Je l'ai pas tout décrit, mais disons c'est ça. Ça passe? ça a brassé. C'est juste de l'aller-retour, du chiolage, du niaisage. Puis pauvre elle. T'sais, elle en a pris un, puis après ça, t'as comme les autres parasites qui ont suivi. C'est ça. Ça vient en troupe. C'est ça, c'était une troupe. Ah, ben merci tout le monde d'avoir été là pour cet épisode du Crime à mes oreilles, épisode 24, la partie 1 de Guns N' Roses. Où est-ce qu'on peut nous suivre? Moi, ça? Ouais. Yes, dubruitmesoreilles.com. Ouais. Dubruitmesoreilles.com, il y a tous les liens là-dessus. Ouais.
Il y a Instagram, il y a Facebook, il y a Twitch, il y a Patreon, Discord. Discord. Allez là. Allez là, on est là, puis on jase, des fois. Puis tu fais des Myth Manor. Ah oui, puis le mercredi prochain à 9h06, c'est Milf Manor. Ça va être rendu Ben, ça l'épisode dépend, quoi, ça dépend mercredi quand Parce que la là, ça personne va être l'écoute. comme... T'as combien d'épisodes, dans mettons? dans un mois. Dans un mois? Ouais, ça va être l'épisode quoi dans un mois? Je sais pas, moi. Je sais pas, je pense qu'on est rendu à 5-6. Faudrait que je check parce que j'ai coche, là, mais je m'en souviens pas par cœur, là. Faut que tu me les envoies, là. T'as fait tes lives, là. Tu me les as pas encore envoyés, là. Je veux les écouter, moi. Ah, bon, je vais te dire, j'en ai sorti de la tête. Tu vas regarder des mamans, genre, qui crousent les fils de d'autres mamans qui crousent leurs fils. Ben, j'écoute ça avec Jenny. Là. On trouve ça bien drôle. C'est quoi, Jenny, elle veut pas venir sur Discord avec moi? Elle me déteste? Ah, mais tu fais ça tout le temps quand je suis live, c'est d'épais. C'est parce qu'elle est disponible à 9h, puis à 9h06, tu commences. Fait Ouais, que- ça disparaît. Bon, ben, bonne soirée tout le monde. Et merci d'avoir été là. Merci à ceux qui sont sur le Twitch. On était contents de vous avoir avec nous. Il y a Silvio qui a une petite question avant qu'on ferme. Combien de parties tu penses qu'il va avoir? Ben, moi, j'ai juste une partie intime, là, mais... Non, c'est pour ton histoire de Guns N' Roses. Combien de parties tu vas avoir? Deux certains, 3 peut-être. Ce serait triste qu'il n'y en ait pas 2. Ouais, ça serait drôle. Je meurs demain. Oh non. J'ai pas envie de lire ce livre-là. Il me semble, c'est simple, c'est en anglais. Ah oui. Yes, sir. Fait que bonne soirée tout le monde et merci d'avoir été là. Et à la semaine prochaine pour un autre podcast du crime. Dans 2 semaines pour un autre podcast du crime à mes oreilles. Bonne semaine. Yes. Bonne semaine.